Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Cette semaine, à la demande générale de nous tout seuls en fait, on va vous parler de Destination Finale 3. Pourquoi le 3 ? Et bien déjà parce qu'il peut s'appréhender plus ou moins indépendamment des autres épisodes de la série, et de deux, parce qu'il s'ouvre tout simplement sur un roller coaster. Et nous les roller coasters, on aime ça. Et les roller coasters, les fêtes foraines, tout ça, c'est festif, ça fait Halloween et voilà. Destination Finale 3 est réalisé par James Wong. Alors oui, tu sais, c'est pas James Wan, hein. C'est bien James Wong et c'est celui qui a réalisé ça. Oui, parce qu'on se refuse de dire le titre de ce film à l'instar de lui. Il avait déjà réalisé le premier opus en fait de Destination Finale. Alors, le schéma de la saga est ultra simple, tous les films sont structurés à peu près de la même manière, à savoir que le film va s'ouvrir sur un accident impliquant un groupe de personnes. Donc avant cet accident, il y en a toujours systématiquement un qui va avoir une vision de cet accident et qui, suite à cette vision, va arriver à éviter l'accident et donc ainsi sauver ses proches, du moins temporairement, puisque la mort elle-même ne l'entend pas de cette esgourde et va tout faire pour arriver à ses fins, en l'occurrence dessouder nos gentils personnages les uns après les autres. Donc en gros on est face à un slasher, sauf que à la place du sempiternel tueur en série, il y a carrément la mort. Du coup pour nos protagonistes, ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées. Ce Destination Finale 3, peux-tu nous dire de quoi ça parle ? Pour fêter la fin des cours, une petite bande de lycéens va se rendre dans une fête foraine. Avant de se rendre dans le roller coaster, Wendy aura une vision du déraillement du train et de la mort de tous ses camarades de classe. Elle va réussir à en sauver un maximum et ne mourra dans cet accident que son petit ami et sa meilleure amie. Wendy tentera donc de déterminer l'ordre et la manière dont ses camarades vont mourir, grâce aux photos qu'elle aura prises lors de cette fameuse soirée. Le film a reçu un accueil assez mitigé lors de sa sortie, certaines critiques lui reprochant la scène de nudité dans la cabine à UV. James Wong expliqua lors d'une interview que cette scène avait été pensée de cette manière pour que le spectateur soit focalisé sur la nudité des deux jeunes filles, pour que la mort soit plus brutale et inattendue. On reproche notamment au film son manque d'originalité. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est devant, même s'il n'y a pas de menace tangible, il n'y a pas de tueur vraiment physiquement présent, il ne faut pas oublier qu'on est devant un slasher avec tout ce que ça représente, avec le côté ultra codifié, etc. Et certains à l'époque y ont vu un manque d'originalité. Là où les critiques positives font l'éloge des scènes brutales, violentes et assez inventives, notamment la scène avec le pistolet à clous, qui est carrément un hommage à Hellraiser, et puis la mort dans la fameuse cabine à UV. Destination Finale 3 reste pourtant le favori des fans, et le nôtre aussi. C'est également le mieux noté de la saga sur Metacritic. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, certaines critiques y ont vu à l'époque quelque chose de simpliste, de motif qu'on est quand même devant un slasher. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, je pense, c'est pas le cas, puisque c'est un film devant lequel, mine de rien, il faut être assez attentif, surtout au début. En fait, le film reprend un schéma bien précis, qui est repris plus ou moins par tous les films de la saga. À savoir que la mort survient dans un certain ordre, en fonction de ce qui va se passer durant la scène d'ouverture. Et pour arriver à déterminer l'ordre des morts, il faut être très attentif. Par exemple, dans celui-ci, on va avoir plein d'indices, à condition encore une fois d'être attentif, tout au début, vraiment dans la scène d'ouverture du film, et dans les photos qui sont prises par le personnage de Wendy. On va avoir beaucoup d'indices, on va pas vous spoil, on va vous en citer un, parce que c'est quand même assez évident. Ouais. Au moment où on voit le personnage de Ashlyn et Ashley, qui sont donc les deux fameuses jeunes filles qui vont mourir dans la cabine à UV, au moment où on les voit, on voit quelqu'un passer devant avec un palmier gonflable. En sachant que, sans vous spoiler la manière dont elles vont mourir, si vous n'avez pas vu le film, un palmier va être un élément déterminant dans leur mort. Ce genre de choses, c'est des détails auxquels il faut être très attentif, et ça peut donner des clés pour déterminer certaines choses à venir au niveau des mises à mort. Parce que ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que ça va être tout un tas d'éléments déclencheurs qui vont déclencher la mort des protagonistes. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir juste un truc qui va faire qu'ils vont mourir. Ça va être plein de petites choses qui vont se mettre les unes derrière les autres et qui vont faire que
la mort va arriver. Ouais, parce que l'originalité du film, c'est que la mort, en fait, ne survient pas au hasard. Elle n'a pas de présence tangible, elle n'est pas matérialisée, c'est pas la faucheuse qu'on va voir avec la capuche et la faux, non. Mais on arrive plus ou moins à déterminer quand elle va arriver, mais pas comment. Parce qu'il y a un enchaînement d'événements qui vont conduire à la mort. C'est des mises à mort qui sont assez longues volontairement, et du coup on arrive à des moments de tension quand même assez intenses. Puisqu'à chaque fois, là où c'est le plus flagrant, c'est dans la jardinerie ou le Leroy Merlin là, américain, où en fait on ne sait pas qui va mourir dans cette scène, ils sont 4 quand même dans cette scène, et à chaque fois il y a un élément qui fait qu'on se dit « Ah non, mais là, c'est sûr, c'est lui qui va mourir à ce moment-là, parce que ça... » Et en fait, plus on avance dans la scène, et plus on se rend compte que on a peut-être faux quand même sur toute la ligne. Et effectivement, on a tout faux sur toute la ligne. Et ouais, c'est plus ou moins comme ça pour toutes les mises à mort, en fait. Et pour ça, c'est déjà pour moi l'originalité de la saga, mais celui-là, pour moi, le 3e, il pousse le concept quand même plus loin. Lors de la prémonition de Wendy, en fait, on voit donc Frankie rentrer dans le wagon. Merci à ça. Et en fait, on a l'impression que c'est sa caméra, lorsqu'elle tombe du train, qui est à l'origine en fait de l'accident. Une fois que Wendy a sa prémonition, Frankie sort du train et donc la caméra n'est plus à l'origine de cet accident. Alors on ne sait pas s'il s'agit d'une erreur, d'une incohérence, ou tout simplement si c'est fait pour souligner que la mort, entre guillemets, parvient toujours à ses fins. Si elle veut avoir la vie de quelqu'un, elle l'aura par tous les moyens possibles et imaginables. Est-ce que c'est une incohérence ? Est-ce que c'est voulu ? Non, on a la réponse. C'est pas une incohérence. Mais encore une fois, il faut faire hyper gaffe aux détails. Tout au début, avant même que l'appareil photo ne tombe, en fait, on voit que le système hydraulique a déjà un problème. Donc en fait, effectivement, la caméra va déclencher l'accident, mais même sans la chute de cette caméra sur les rails, l'accident aurait eu lieu puisque le système hydraulique était flingué en fait. Alors oui et non, parce que le système hydraulique en question, si tu es attentive, le système hydraulique en fait c'est simplement le système hydraulique qui retient les harnais. Donc le système hydraulique qui est défaillant, il fait que les harnais des spectateurs vont s'ouvrir. Mais l'élément déclencheur de l'accident, c'est bien la chute de la caméra. Et du coup, encore une fois, c'est ça qui fait qu'on se questionne par rapport à... Est-ce que, encore une fois, c'est une incohérence ou est-ce que c'est juste pour te dire, voilà, la mort, elle aura qui elle veut avoir ? Je pense que pour le coup, c'est pas une incohérence, c'est juste que... Je pense. Il fallait que ça arrive. Je pense qu'il fallait que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Et la mort voulait ses âmes et puis la mort a ses âmes. Voilà. Ouvre-toi. C'est pas vrai, il va nous la faire à chaque fois. Alors on vous a dit que le film avait que très peu de liens avec les précédents. Effectivement, il y en a très peu, mais il y en a. À savoir que le personnage de Wendy, donc le personnage principal, est la cousine de Kimberly, une des survivantes du 2e film qui, visiblement, meurt entre le 2 et le 3. C'est pour ça que Wendy a une drôle de réaction quand elle voit le diable géant à l'entrée du roller coaster, parce que ça lui rappelle certaines visions qu'avait eu sa cousine dans le 2 en fait. Il y a également une scène où Kevin parle à Wendy de l'accident d'avion, donc du vol 180, donc l'accident qui sert de scène d'ouverture au premier film. Et d'ailleurs, encore une fois, il faut être hyper attentif à tous les détails parce que ce chiffre 180 revient constamment. Alors il revient pas que dans le 3e, il revient absolument dans tous les volets. C'est un chiffre qui revient, on ne sait pas trop pourquoi, tout le temps. Donc c'est le numéro du vol, 180, ça va être également le numéro du métro à la fin, enfin pas tout à fait, parce que le numéro du métro à la fin c'est le 081, mais Wendy en fait le verra dans un miroir et ça donnera 180. Voilà, donc c'est un chiffre qui revient constamment, qui rappelle la mort. Parmi les autres liens, il y a un lien qui est fait par un personnage. Ce personnage, c'est le personnage incarné par Tony Todd. Donc il est fossoyeur ou coroner ? Il est croque-mort dans le premier et en fait il a une entreprise de pompes funèbres en fait. Ce personnage s'appelle William Bloodworth, donc il n'est pas physiquement présent dans celui-là, je crois que c'est le seul d'ailleurs dans lequel il n'est pas... Je crois qu'il n'est pas présent dans le 4 non plus, mais il est présent quand même. Ouais, il est présent quand même dans la mesure où Tony Todd double justement le fameux diable géant qu'on voit à l'entrée du roller coaster au début du film. Ce qui, là encore, oui, d'accord. Ce qui fait d'ailleurs que le spectateur va s'interroger sur la réelle nature du personnage de Tony Todd. Parce que, on va pas développer ça plus, mais il y a quelque chose qui fait débat, à savoir est-ce que ce serait l'incarnation de la mort ? Il n'y a pas
lieu à débattre puisque les producteurs ont dit que non, Tony Todd, donc William Bloodworth n'était pas la mort, mais c'est vrai que il est toujours là et qu'il y a quelque chose avec ce personnage, quoi. Donc on va pas développer cet aspect-là plus parce qu'on sera amené sûrement à en parler plus en détail lors d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, il y a aussi autre chose à souligner, c'est que Tony Todd fait encore une fois une voix à la toute fin du film dans le fameux métro 081. Donc en gros, vous l'avez compris, qu'il soit là physiquement ou pas, il est toujours présent quand il y a un truc pas cool qui va se passer. Alors il y a également quelques petites choses un petit peu rigolotes quant aux conditions de tournage, à savoir que les acteurs ont fait 30 tours de manège pour réussir à avoir en fait la scène d'introduction. Chris Lemch, qui joue le rôle de Yann, va prendre des cours aussi de conduite pour apprendre à conduire un chariot élévateur, puisque son personnage est amené à en conduire un. La scène finale du film est une référence à la catastrophe ferroviaire d'Amagasaki survenue en avril 2005 au Japon. Soit à peu près 1 an avant la réalisation du film. Alors, il faut savoir aussi que le film devait à la base être fait en 3D, puisque le titre de travail était simplement Destination Finale 3D. Et d'ailleurs, ça devait même être le dernier de la saga. Autre chose intéressante, c'est qu'il existe entre guillemets 2 versions du film, puisque sur la version DVD, je crois que ça a été le premier film à faire ça, le spectateur peut choisir la mise à mort, peut choisir d'épargner certains protagonistes ou pas, ce qui va changer vraiment le cours du film. Alors je suis pas forcément un gros fanboy de la saga Destination Finale, bon on l'a dit tout à l'heure, pour moi celui-là ça reste le meilleur, dans la mesure où, comme dit, il peut s'appréhender indépendamment des autres. Et moi, j'aime beaucoup l'inventivité dans les mises à mort. Et on a des mises à mort quand même très graphiques. Je veux dire, il y a quand même du broyage de crâne à l'hélice, du crâne concassé, de la décapitation et autres joyeusetés. Donc pour moi, on est devant un film décomplexé, alors assez classique, mais devant lequel on passe un bon moment. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, alors moi, déjà, je suis une grande fan de la saga. Je les adore tous. Je trouve que c'est une saga assez... les films sont assez égaux entre eux, contrairement à d'autres sagas où il y a des films un peu moins bons que d'autres. Après, le troisième, pour moi, ça reste clairement mon préféré parce que la scène d'intro, c'est juste la meilleure, elle est dingue. Les mises à mort qu'il y a après tout au long du film, je trouve aussi que c'est les meilleures. Graphiquement parlant, elles sont canon, si on peut appeler ça canon. Mais ouais, l'inventivité pour moi est là. Le trash est là. Et en fait, quand on regarde un Destination Finale, on veut quelque chose de décomplexé, de facile et de dégueu. Et en fait, là, on a tout ce qu'il faut. Alors, par contre, moi, j'ai quand même relevé 2-3 points négatifs. Après, pour moi, ça, c'est un problème récurrent dans toute la saga. Encore une fois, on va pas s'attarder sur le reste des films. Les personnages sont quand même pour la plupart très stéréotypés. Encore une fois, on est devant un slasher. Ce que j'allais dire, c'est comme dans tous les slashers. Que les personnages, on va avoir droit aux ados américains typiques, vraiment, avec tout ce que ça implique, avec tous les clichés possibles et imaginables. Tu vas avoir le quarterback de l'équipe de foot bodybuildé qui foncièrement a quand même un peu l'air d'être un connard. Tu vas avoir le pseudo-gothique, le gros queutard, la bonne bimbo blanc. Vraiment, les personnages sont quand même très stéréotypés. Et puis, même si les mises à mort sont jouissives, il y a beaucoup trop de CGI, quoi. Les têtes qui explosent. Les têtes qui explosent, oui, dans les films, longtemps. Les têtes qui explosent en CGI, non. Non, juste non. Moi, tous ces points m'ont pas plus dérangé que ça, en fait. Je peux pas dire que ce soit un film parfait, parce que c'est pas du tout un film parfait, mais je lui trouve quand même pas de points négatifs, en fait. Bien sûr, on n'est pas devant un film, je sais pas, on n'est pas devant un Lynch, j'en sais rien, mais j'arrive pas à lui trouver, en fait, de points négatifs. Même si je sais que c'est pas un chef-d'œuvre non plus, quoi. Non, c'est pas fait pour être un chef-d'œuvre. Les gros points forts du film, par contre, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. Pardonnez-moi l'expression, le mauvais jeu de mots, mais c'est de l'abattage, clairement. Ah oui. Il y a un concept, on s'y tient, et c'est juste une succession de mises à mort, en fait, ce qui est cohérent avec le concept, puisque c'est la mort elle-même qui frappe. Donc, c'est de la mise à mort, de la mise à mort et de la mise à mort. Et en sachant que personne n'y réchappe, puisque c'est la mort elle-même qui frappe. Voilà, donc d'où le fait qu'on vous conseille ce film pour Halloween, parce que
le fil, on va dire, conducteur de ces vidéos, donc là c'est la troisième, c'est que c'est toujours des films qui ont une dimension assez festive, puisque dans le premier, il y avait le côté pub, etc. Le deuxième, bon, il y avait le côté palais du rire, fête foraine, etc. Là, il y a le côté fête de fin d'examen, il y a aussi une fête qui est mise en évidence au milieu du film. Voilà, et l'essentiel, c'était de vous présenter des films fun qu'on peut voir en groupe, en rigolant un bon coup et en disant « Oh putain, c'est dégueu quand il y a des scènes gore ». Et là, ça l'est. Et là, le film, pour moi, remplit tout le cahier des charges. Ah là, on est à fond. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas encore vu la saga Destination Finale, malgré tout, même si c'est pas parfait, on vous la conseille. Hein. Oui. Que ce soit le 3, ou les autres. D'ailleurs, je pense que notre prochaine saga sera très certainement celle des Destinations Finales. Ouais, sûrement. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour, ce sera tout pour cette vidéo. Oui. N'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de nous lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. De nous lécher? Lâcher un petit peu. Oh, lécher un pouce bleu. Non, je me dis lécher. Lécher un pouce bleu. Je me dis lécher, Oh, lécher un mais pouce bleu arrête, aussi. oh là Si, là, lécher j'ai un dit pouce lécher. bleu. Ah, lécher un pouce bleu. Bon bah lécher un pouce bleu alors. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma. Every time